Lorsqu'on pense à améliorer l'état de santé des femmes, on a tendance à se concentrer sur les pathologies gynécologiques. Alors qu'on sait très bien que 95% des besoins de santé des femmes ne sont pas d'ordre gynécologique. On parle de diabète, on parle de cancer non gynécologique, on parle de maladies cardiovasculaires. On a également tendance à se focaliser sur augmenter l'espérance de vie. Mais en fait, le vrai sujet, c'est surtout d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé. On sait qu'aujourd'hui, les femmes passent 25% de temps en plus en mauvaise santé que les hommes. Le McKinsey Health Institute, en collaboration avec le World Economic Forum, qui estime qu'en investissant pour réduire l'écart dans la façon dont on traite la santé des femmes et celle des hommes, on pourrait faire gagner jusqu'à 7 jours par an aux femmes en bonne santé pour 4 milliards de femmes. Les femmes ne sont pas des hommes en modèle réduit. Cela paraît évident, pourtant, dès les premières étapes de recherche et d'essais cliniques, les modèles utilisés par défaut ont toujours été des modèles masculins. Cette approche reposait sur l'hypothèse, que l'on sait aujourd'hui fausse, qu'il y avait peu de différence dans le fonctionnement des organes, que l'on soit un homme ou une femme, en dehors de la reproduction bien sûr. Pourtant, il y a des différences, et ces différences comptent. Une maladie peut avoir des symptômes différents chez un homme ou chez une femme, ou encore un traitement médicamenteux peut agir différemment chez un homme ou chez une femme. C'est le cas des inhalateurs pour l'asthme, qui seraient 20% moins efficaces chez les femmes que chez les hommes. Cette approche indifférenciée dans la façon d'aborder la santé des hommes et des femmes est préjudiciable aux femmes. Cela a des répercussions sur leur qualité de vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, émotionnelle. Dans notre rapport, nous estimons que réduire l'écart dans le traitement entre les femmes et les hommes permettrait de stimuler l'économie mondiale à hauteur de 1000 milliards de dollars par an d'ici à 2040. Alors pour saisir le plein potentiel de la réduction de cet écart, il faut envisager 3 types de mesures différentes. Dans les bases de données scientifiques, communément utilisées en recherche, les besoins spécifiques des femmes ont été négligés ou ignorés. Lorsque le MHI a analysé plus de 650 publications scientifiques, nous avons trouvé que le genre n'y était renseigné que pour la moitié du temps. Et sur cette moitié, les femmes étaient désavantagées d'une manière ou d'une autre, plus de 2/3 du temps. Données fausses ou incomplètes, celles-ci peuvent mener à sous-estimer les soucis de santé des femmes. Dans ce contexte, il est critique de collecter, analyser et remonter les données de santé spécifiques aux femmes. Sans avoir les bons chiffres, nous n'arriverons pas à améliorer la santé des femmes. Les professionnels de la santé veulent bien sûr le meilleur pour leurs patients. Pour autant, si on prend l'exemple des pathologies cardiaques, on sait aujourd'hui qu'une femme a 7 fois plus de chances d'être mal diagnostiquée d'une pathologie cardiaque qu'un homme. Alors les solutions vont être différentes en fonction des pays. Pour autant, on sait qu'aujourd'hui, en insistant sur la formation des professionnels de santé, à leur sensibilisation à ces différences dans la prise en charge des patients et des patientes, on peut très nettement contribuer à la réduction de cet écart et améliorer la santé des femmes. Bien que la situation se soit améliorée dans la représentation des essais cliniques, les investissements dans la santé des femmes restent très insuffisants. L'émergence des femtech est une excellente nouvelle. Cependant, il nous faut sortir de l'idée que la santé de la femme est un domaine de niche. L'endométriose toucherait environ une femme sur 10. La ménopause touche toutes les femmes. Ces 2 domaines combinés sont aussi significatifs que l'immunologie ou le cardiovasculaire. Ce qu'il faut, c'est au fond une approche écosystémique qui associe les institutions, les investisseurs, les chercheurs, qu'ils viennent du privé, du public, les prestataires de soins et les organismes de formation. L'objectif étant ambitieux, il nécessite la mobilisation de tous les moyens. Investir dans la santé des femmes, ce n'est pas seulement améliorer la vie des individus, c'est construire un avenir plus sain et prospère pour tous.